Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane et Safran pour la chaîne Foalier. Je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, vous l'avez vu avec le titre de la vidéo, on va parler de psychanalyse. Et on va pas en parler seul parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de psychanalyse. On va en parler avec Vidar, que vous voyez actuellement à l'écran. Salut Vidar. Salut Stéphane. Vidar, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter? Qui est-ce que tu es? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi est-ce que tu te sens légitime à parler justement de la psychanalyse? Est-ce que c'est un domaine que tu as étudié? Etc. Dis-nous tout. Ouais, en fait, je suis psychologue clinicien. Donc, c'est-à-dire que pour être psychologue, il faut avoir une licence et un master en psychologie. Et donc ça, c'est validé. Et ce qui m'amène à... Je suis jeune psychologue, je suis diplômé depuis quelques années, pas beaucoup. Et je suis installé en libéral notamment. Et donc, ce qui m'amène à parler notamment de psychanalyse, c'est que dans les études, et notamment celles que j'ai faites, la psychanalyse est assez omniprésente. Donc, moi, mon diplôme, il est psychanalytique. Et ce qui lui donne une certaine illégitimité, moi, je trouve, personnellement. Mais ce qui me donne à moi une légitimité à en parler, parce que j'en ai entendu parler à la fac pendant 5 ans, quoi. 5 Pendant ans non-stop. tes 3 années de licence et tes 2 années de master, tu avais des Ouais. modules en psychanalyse. J'avais des modules en psychanalyse et surtout à la fin, en fait, de plus en plus. C'est-à-dire qu'au master, mon master, je vais pas te donner le nom du master parce que ça dévoilerait trop, mais le master en lui-même a le nom psychanalytique dedans. A le concept de psychanalyse dans l'intitulé du master même. Et donc, je trouve ça assez vite déviant, en fait. Euh, s'il y a quelques concepts qui peuvent éventuellement être intéressants, et éventuellement je pourrais développer un peu ça, pourquoi pas, mais c'est des outils qui sont intéressants dans le sens où il faut les prendre vraiment avec beaucoup de précaution parce que très vite tu dérives sur n'importe quoi, je trouve. Est-ce que on peut définir déjà ce que c'est que la psychanalyse? Pourquoi la psychanalyse est sous le champ des Ouais. critiques? C'est enseigné à la Ouais, fac, donc on pourrait penser que la psychanalyse c'est un champ de discipline scientifique comme un autre. Pourquoi c'est bah autant c'est ce qu'il a critiqué? voulu être. C'est ce qu'il a voulu être au départ, hein. En fait, c'est un courant qui a été inventé par Freud. Enfin, pas tout à fait par lui uniquement, mais il s'en attribue la paternité notamment. Ce qu'il a commencé par faire, lui, il avait un concept intéressant. C'est-à-dire que c'est une époque où on n'écoute pas le patient, et lui, il décide de justement pouvoir entendre le patient dans une certaine vérité qui lui est propre. Et pourquoi pas, c'est intéressant. Sauf que il se met à écouter beaucoup de femmes avec un concept qui va développer, qui est celui de l'hystérie. L'hystérie qui est développée depuis très longtemps, hein, depuis l'Antiquité, on parle d'hystérie. Et là, en l'occurrence, Freud, ce qu'il fait, c'est qu'il va un peu à contre-courant de ce qu'on appelle l'hystérie de manière générale. Il va le développer selon un prisme qui lui est propre. C'est pas passionnant, je vais pas raconter ça pendant des heures. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que lui vient expliquer qu'il veut écouter les gens. Et en fait, il va quand même, finalement, c'est lui qui sait. Tu vois. Parce qu'il va développer en plus toute une théorie autour de l'inconscient qui est très spécifique comment je peux dire, très sexuel en fait. Et c'est peut-être pas anodin, je trouve, tu vois, qu'un homme écoute des femmes en développant tout un tas de concepts sexuels et en les sexualisant énormément. Euh, voilà, il y a des cas très célèbres hein, que Freud a développés. Et c'est toujours ah bah en fait elle est attirée sexuellement par son père, elle est attirée sexuellement par telle personne, mais en fait dans son inconscient cette personne-là se retrouve à être son père. Généralement c'est toujours le père. Voilà. D'accord, ok. Euh, Et alors, c'est quoi et l'analyse et ce qui Oui. ouais pardon ce qui amène la psychanalyse à être sous le feu des critiques notamment, c'est que ben une fois qu'on a dépassé un peu les concepts de Freud, enfin qu'on s'attaque un peu à eux justement d'un point de vue scientifique, qu'est-ce qu'ils veulent dire en fait? Ben, ils veulent pas dire grand-chose. En fait, Freud, il a commencé par développer ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe. Ce complexe d'Oedipe-là, il a absolument aucun fondement scientifique. En fait, il a pris sa propre expérience à lui, en se disant, puisque personnellement je remarque dans mon inconscient une attirance sexuelle pour ma mère, après tout, tous les enfants ont une attirance sexuelle pour leur mère. Je remarque une volonté de meurtre de mon père, donc les enfants ont une volonté de meurtre pour leur père. Je grossis hein, volontairement.
Les psychanalystes sont en rage de m'écouter, je pense, mais c'est cette idée-là, en fait, qui est très grossièrement développée. Et en fait, comme tout est inconscient, et bien derrière, on peut t'expliquer tout, on peut te justifier tout. Et il y a un grand personnage aussi de la psychanalyse qui s'appelle Lacan, grand personnage français. Et lui, il a développé le concept notamment de, comment on peut dire ça, de concept justement, le concept paternel, le concept maternel. Et donc finalement, puisque c'est des concepts, c'est pas forcément une personne, et du coup tu peux vraiment mais sortir n'importe quoi, Ça tu me vois. rappelle un peu les concepts H et F de Stéphane Edouard, en fait, qui l'a tiré d'Otto Weininger Oui. d'ailleurs. Alors, du Mm. coup, là, tu me décris quelque chose qu'on t'apprend à l'université et on pourrait se dire, bon, après tout, c'est de l'enseignement théorique, je vois pas vraiment le problème. Sauf que toi, l'un des soucis que tu as avec ça, c'est dans la façon dont c'est pratiqué avec des femmes qui pourraient venir avec des besoins de soins. Ouais. Ouais, absolument. En fait, euh, la dérive, elle est très rapide parce que c'est des concepts théoriques, certes, mais déjà, on t'apprend à l'université que le psychologue, et c'est vrai en quelque sorte, hein, moi je l'ai expérimenté très vite, il a un pouvoir en fait sur son patient. Parce que quand tu vas chez un psychologue, bah, tu viens te livrer en fait. Tu as besoin aussi de pouvoir te livrer complètement, de pouvoir donner ton intimité, dévoiler tout ce que tu veux. Et donc forcément, la personne euh, qui t'écoute, qui entend des choses très intimes de toi et surtout qui va essayer d'éprouver ta vie en fait. Notamment avec ces concepts-là, elle peut facilement retourner la situation et prendre un ascendant sur toi. Et moi, je remarque, tu vois, à certains moments que je pourrais faire dire n'importe quoi à certaines personnes. Et c'est là où, en fait, le danger, il peut être très rapide. C'est que tu peux tomber sur des gens très peu scrupuleux. On en a un exemple récent, là, dans l'actualité, hein, un psychanalyste qui... Voilà, Oui, Gérard je vais pas Miller, aller oui. beaucoup plus loin, mais Gérard Miller notamment, ouais. Mais en vrai, il y en a beaucoup. Et en fait, par ces concepts-là, si tu veux, tu peux développer, euh, euh, comme il les tire vraiment très loin, tu peux prendre un ascendant très violent sur les gens. Typiquement, je te donne un exemple. Il y a la question de la responsabilité inconsciente. Donc, j'ai déjà entendu en colloque, par exemple, hein. Donc, en fait, tu prends une personne victime d'une agression sexuelle. Euh, le discours qui va être développé, c'est mais quelle est en fait la responsabilité inconsciente de cette victime? À savoir, eh ben, en fait, c'est quelqu'un qui allait mal et qui a cherché à se mettre dans une certaine position. Euh, qui a cherché à... comment je peux dire ça? Euh, euh, par sa position, par sa manière d'être, finalement, elle a cherché l'agression. Tu vois? Et euh, avec le complexe d'Oedipe, par exemple, j'ai déjà entendu certains profs t'expliquer que un enfant, puisqu'il est en plein dans le concept d'Oedipe, quand il a une agression sexuelle, quand il subit une agression sexuelle, finalement, il n'aura pas de traumatisme par rapport à ça parce qu'il la cherche quelque part. Tu vois, du fait d'être dans le complexe d'Oedipe et donc du fait d'être dans la recherche de la relation sexuelle. Elle est censée être théorique, hein, cette relation sexuelle, hein, mais là, si elle est réelle, si on passe dans le réel, c'est pas grave, c'est ok, tout va bien. Et tu vois, c'est là où tu vois la dérive très vite. Et quand tu viens pointer l'idée que, mais il y a une responsabilité de l'agresseur en fait, et dans le discours, elle n'apparaît pas. Moi, ça me paraît étonnant, tu vois. J'ai besoin de le pointer en fait qu'il y a une responsabilité de l'agresseur. Et très vite, on vient m'expliquer que non, non, mais elle ne disparaît pas de mon discours. Je la prends tout à fait en compte, hein, mais en fait, la scène sociale n'est pas si intéressante que ça. L'important, c'est la scène inconsciente. Mais ça veut Et dire donc, quoi? on va Ça se veut dire qu'en concentrer sur cette scène fait, inconsciente. en psychanalyse, vous avez des outils Mm. théorisés qui vous permettent de renverser le stigmate et de prétendre que les victimes, quelque part, sont responsables de ça, même chez les enfants, mais vous n'avez pas de biais théorique pour culpabiliser par des outils psychanalytiques l'agresseur. Ça n'existe pas, ça. L'agresseur, lui, dans Euh, psychanalyse, c'est pas le sujet d'étude principale. non. En fait, tu as tout un plan théorique sur le pervers. Je sais pas si tu sais, tu as trois grandes structures en psychanalyse. Quatre si on prend les états limites. Tu sais, tu as la névrose, la psychose
et la perversion. Tu peux refaire juste Et donc, en 2 mots un point sur névropsychose ouais. perversion? Euh, la névro, en fait, c'est des rapports au monde, dans l'idée, des manières de se comporter. Pour le faire très grossièrement, le névrosé, c'est un pervers qui s'ignore. Et en fait, c'est un mec qui va fantasmer, qui va rêver, mais qui va jamais oser passer à l'acte. Et en gros, c'est l'immense majorité des gens. Euh, la psychose, c'est quelqu'un qui est plus dans le délire. C'est quelqu'un qui a des visions, qui entend des voix. C'est ce genre de personnes-là. Bon, on voit que c'est très dépassé hein, comme théorie. C'est des Et la théories, qu'on soit perversion, d'accord, tu nous donnes pas la définition scientifique de ces termes-là, c'est la conception. absolument. Non, Voilà, non, c'est la définition psychanalytique. Hein. c'est ça. C'est purement Et psychanalytique. le Et per... j'y vais très grossièrement. Oui, et le Et, pervers. et le pervers, justement, c'est celui qui passe à l'acte. Donc c'est celui qui va agresser sexuellement, c'est celui qui va se droguer, c'est celui qui va être adepte du sadomasochisme aussi. D'accord. Enfin, c'est ce genre de choses. Et le pervers, il est déresponsabilisé dans la théorie psychanalytique? Ou en tout cas, c'est pas, on le met pas à sa place de coupable de l'agression, par exemple? En fait, c'est très subtil. Parce que, et c'est là où justement la psychanalyse elle est perverse aussi, je trouve, tu vois. C'est que techniquement, tout le monde est déresponsabilisé, puisque c'est son inconscient. Du coup, le pervers, il est forcément déresponsabilisé. Et la responsabilité du pervers inconsciemment, elle n'est pas entendue telle qu'elle. Parce que le pauvre, c'est pas de sa faute en fait. Il est poussé par son inconscient à faire ce genre de choses, à commettre des actes, tu vois. Donc le Alors pervers, que la si je comprends victime, bien, le pervers est poussé par son inconscient à ouais, commettre un acte ouais, délictuel et la victime de viol est poussée par son inconscient à rechercher le pervers. absolument, Non mais c'est du c'est ça. délire. Enfin, C'est hyper violent en fait à entendre. Et tu vois, dans mon activité, je reçois une majorité de femmes. Il n'y en a pas une qui vient pas me décrire à un moment donné un acte d'agression qui soit sexuel, qui soit verbal, enfin, mais qui la replace à sa condition de femme en fait. Et moi, je considère qu'un de mes plus gros travaux, c'est de pouvoir la déculpabiliser. Parce que c'est le premier truc qui vient en général. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai recherché? Qu'est-ce que j'ai mérité? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Qu'est-ce qui va pas avec moi? Donc mon premier boulot, tu vois, c'est déjà de commencer par dire, en fait, c'est pas vous le problème. C'est surtout pas vous. Euh, le problème, il vient de la personne qui vous a fait ça. Et dans la scène psychanalytique, dans la question psychanalytique, cette question-là, elle se pose pas comme ça. Cette question-là, elle va plutôt se poser en le sens où étiez-vous? Que faisiez-vous? Quelle est votre réalité psychique à vous, en fait? Je te donne un exemple très simple. Euh, Chez quelqu'un qui m'a expliqué, je te l'avais raconté en privé, quelqu'un qui m'a expliqué, qui m'a raconté une agression sexuelle qui est absolument atroce. Et à cette époque-là, elle avait un besoin, elle, de s'autodétruire. Je peux entendre en fait ce besoin de s'autodétruire par l'alcool, par ce qui lui convient en fait. C'est aussi une manière d'essayer de prendre soin d'elle, peut-être. Enfin, euh, elle s'est fait beaucoup de mal et c'était atroce pour elle en fait. Et elle faisait comme elle pouvait. Euh, c'est une manière aussi d'éprouver le mal-être parfois, tu vois. Et, et donc, déjà, la première question, c'est comment est-ce qu'on peut la détourner de ça? Et ensuite, elle me raconte une agression sexuelle où là, elle se rend compte que ça la détruit trop. Et là, elle veut plus. Et la personne en face a continué à forcer. Et donc, euh, si tu veux, euh, je peux entendre le besoin de s'autodétruire. Je peux pas entendre sa responsabilité à elle. Il n'y en a pas dans ce qui s'est passé. Et si je me comportais comme un psychanalyste pur, bah, j'irais lui dire, bah, vous l'avez cherché quand même. Vous êtes allé jusqu'au bout. Euh, c'est vous qui êtes rentré dans la chambre, c'est vous qui l'avez cherché, c'est vous qui étiez alcoolisé. Mais c'est délirant de parler comme ça à cette personne-là. Et quelle responsabilité est-ce que j'aurais à dire ça, en fait? Justement. Euh, Enfin, dans quel état est-ce que je la plongerais? Mais je n'ose pas imaginer de continuer à l'enfoncer encore plus. Alors qu'elle, elle cherche à pouvoir se libérer de ça aussi. Euh, et la scène psychanalytique, la séance psychanalytique, elle n'est pas là pour te libérer de ce genre de choses. Et elle est là aussi pour... il faut prendre conscience, en fait, de ce que tu es. Et accepter, finalement. Mais il y a des choses qui sont de l'ordre de l'inacceptable, et on a le droit aussi de ne pas les accepter. Euh,
Mais alors Certes, il comment, faut vivre avec, c'est une chose, mais on peut aussi pouvoir s'en décharger, en fait, et alors comment on fait et être entendu. concrètement quand on a 5 années d'études en psychanalyse pour arriver à ta prise de conscience? C'est quoi? C'est les discours féministes récents de la quatrième vague sur la responsabilité unique de l'agresseur qui t'a permis de naviguer par rapport à ça, ou tu as éprouvé des techniques psychanalytiques et tu t'es aperçu qu'elles étaient inefficaces? Comment on fait pour s'éloigner de ça en tant que praticien? Ben, il y a beaucoup de choses. Moi, je te disais, voilà, dans des colloques, dans des cours, tu entends des choses. Moi, enfin, même dans certains cours, j'ai été très choqué de certaines prises de position dans certains cours. Euh, donc, déjà, ça crée du biais cognitif, tu vois. Tu te dis, ok, très bien, on m'apprend ça, c'est qu'il y a quelque chose de vrai. Au début, moi, j'étais dedans, hein, puis je suis pas mauvais en plus dedans. Mais à un moment donné, tu te dis, c'est pas possible. Ensuite, bah, la question de la quatrième vague de féminisme, par exemple, ça, je l'ai beaucoup entendu par tes vidéos à toi. Donc, ouais, ça m'a permis aussi d'entendre certaines choses. Je me suis beaucoup renseigné aussi sur l'action de la Civise, sur ce que eux amenaient, la question de l'agression dans l'enfance, de la vie sexuelle de l'enfant aussi, parce qu'il y a un discours de la vie sexuelle de l'enfant chez Freud qui est pas le même que celui de la Civise, tu vois. Euh, euh, et puis ensuite, il y a un truc génial, enfin, quelque part, mais je me suis mis à suivre la tronche en biais quand j'étais dans mes études. Et donc là, la dissonance cognitive, elle est énorme en fait. Je me suis tapé une dissonance cognitive qui était très importante et surtout sur mon master 2, enfin, j'étais tellement loin que j'ai fini mes études histoire d'être diplômé psychologue et ensuite j'ai pas pratiqué pendant plusieurs mois parce que c'était pas possible en fait pour moi. Il fallait que je prenne du recul, tu vois. Parce qu'il y avait quelque chose de trop grave et de trop important, il fallait que je puisse traiter les choses aussi. Et donc, euh, il y a aussi une chose qui est importante, c'est que dans mon expérience, j'ai reçu aussi des agresseurs. Euh, Pas d'agresseurs sexuels que je sache, en tout cas pas qui m'a dit, mais des personnes violentes envers leur compagne, oui, souvent c'est la compagne. C'est des gens en obligation de soins et que j'aurais sans doute pas eu s'ils n'avaient pas été en obligation de soins. C'est rare que ce sont des profils qui vont très rarement voir le psychologue. Et donc là-dessus, j'ai aussi, je me suis beaucoup renseigné aussi théoriquement en fait, en dehors du champ psychanalytique, sur ce qui se disait sur la question de l'agresseur, comment le prendre en charge, comment le questionner, tu vois, typiquement, si j'étais resté du côté psychanalytique, ok, il a tapé sa femme, mais c'est peut-être pas de sa faute, elle l'a mis à bout. Finalement, il y a quelque chose aussi inconsciemment, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il est en dépression, qu'il y a une violence, tu vois. Moi, j'en ai entendu des discours et j'entends tout à fait qu'il y a une violence, tu sais, d'être réveillé à 4 heures du matin par les flics quand t'es en caleçon. Je l'entends. Par contre, ben, à minuit, t'es en train de taper ta femme et elle est sortie et toi, t'es allé te coucher, tu t'es même pas dit qu'est-ce qui se passe. T'as même pas essayé d'aller la chercher, tu vois. Et donc, t'es étonné que tu passes 48 heures en garde à vue derrière. Bah oui, ça m'étonne pas beaucoup. Et donc, questionner le retour de violence, en fait. Euh, qu'est-ce que. Comment je peux dire? Euh, euh, Quelle violence est-ce que toi tu as subi? Et comment est-ce qu'on peut le mettre déjà en parallèle avec ce que ta femme a l'impression d'avoir subi? Et voir qu'il y a quand même un degré qui est différent. Tu vois. De la même manière, elle t'a rendu un coup, ok? Toi, tu fais 1m90, t'as une montagne de muscles, je pense que ton coup, il a dû lui décrocher la mâchoire. Et ça, tu sais, quand je le dis, la personne elle me dit, oui, c'est vrai, je pense qu'elle a eu mal. Mais moi aussi, j'ai eu mal. Oui, d'accord. Enfin, et c'est très difficile de travailler, de faire entendre ça. Je pense que si j'avais reçu des agresseurs plus tôt, j'aurais pas été là-dedans, quoi. J'aurais pas été dans ce discours-là, en fait. J'aurais été chercher plus dans. Euh, Enfin, ça m'empêche pas dans l'empathie, hein, mais j'aurais été dans une empathie plus importante, je pense, peut-être. Dans un recul moindre, tu vois. Et peut-être aussi avec une méfiance moindre. Parce que c'est difficile d'être méfiant aussi. Tu sais, la personne, elle vient de voir, elle a pas l'air bien. C'est difficile aussi de se dire, je vais me méfier d'une personne qui a l'air d'aller mal. Mais, euh, mais quand il y a un discours comme ça, c'est important de, de, de l'entendre, je pense aussi. Ok, on va y aller par étapes en fait. Moi, je suis là aussi pour accueillir votre souffrance, je l'entends votre souffrance. Maintenant, si vous êtes en obligation de soins, c'est peut-être qu'il y a quelque chose. Peut-être que, ok, vous reconnaissez pas les faits,
Mais qu'est-ce que vous reconnaissez finalement? Et en travaillant petit à petit, on s'aperçoit qu'il y en a qui finalement reconnaissent aussi, hein, tout à fait ce qu'ils ont fait. Généralement, la majorité, moi j'ai remarqué, reconnaissent les choses qui sont obligés de reconnaître. C'est-à-dire, soit tu sais, ils ont donné des coups, mais là il y a tellement de marques que c'est obligé d'être connu. Ou alors, moi j'en avais un qui reconnaissait pas les coups. Il me disait, mais non, elle s'est fait ça toute seule, elle a pris une canette elle-même pour s'est raflé la joue. Enfin, j'ai vu des témoignages de vraiment n'importe quoi, mais par contre, les menaces de mort, bah en fait, elles sont écrites par SMS, donc là il est obligé de les reconnaître. Donc là, oui, malheureusement, j'ai écrit quelques menaces de mort, mais je m'en veux. Ok. Ouais, Euh, si on revient sur les victimes, qui est le sujet moi, qui m'intéresse le plus, ouais, concrètement, ouais. tu recommanderais quand même à une victime d'agression sexuelle ou de viol de consulter avec un psychologue qui serait d'obédience psychanalytique ou vraiment pour toi c'est hors de question? Euh, En fait, ça serait difficile pour moi enfin, peut-être un peu hypocrite de dire complètement non, parce que techniquement, je suis pas formé à d'autres techniques encore. Donc, techniquement parlant, d'obédience psychanalytique. Bon, je m'en arrange beaucoup, mais si je disais ça, plus personne ne viendrait me voir. Par contre, ce que je conseille, c'est d'être très méfiant. C'est-à-dire qu'au moindre discours, enfin, comment je peux dire ça? Votre psychologue, vous le choisissez. Donc le moindre discours qui vous alerte, le moindre discours qui vous fait culpabiliser, on part. Il n'y a pas de problème à partir. Euh, Il n'y a pas de problème à trouver quelqu'un d'autre. Et éviter au maximum évidemment la psychanalyse, et éviter surtout par contre les psychanalystes purs, parce que psychanalyste c'est pas protégé comme titre. Psychologue est protégé. On a fait des études. Psychanalyste, il n'y a pas d'études du tout. Toi, si tu veux demain, tu peux poser une plaque de psychanalyste. Ok, Ce sera voilà. Donc, je conseille d'être très méfiant, en fait, ok. déjà. Peut-être que dans 4 ans, j'aurai évolué de discours, hein, je dirais complètement non. Mais aujourd'hui, déjà, je vous dis ça. Dans ce que tu décris, je suis obligé de penser aux conséquences même encore plus lointaines que ça. Mm, Donc certains crimes de viol en particulier peuvent être jugés aux assises, et aux assises, il est tout à fait possible mm, qu'on demande à un psychanalyste ou un psychologue mm, ou un psychiatre, ça dépend, parfois un psychanalyste, mm. de faire une Oui. sorte d'étude, je Mm, sais pas, de peinture de la victime et de l'agresseur. Et de ce que tu me décris là, ça peut être catastrophique parce qu'on peut avoir du coup des oui. professionnels de santé qui apportent un document qui a quand même une forme de valeur, tu vois, c'est quand même un outil d'autorité, quoi, un Mm, mm, diagnostic mm. qui laisserait sous-entendre que la victime qui passerait du coup aux assises l'aurait cherché et que l'agresseur serait peut-être victime lui-même. Oui. En fait, ben, tu, tu as ça dans quelques affaires, effectivement. Alors, je m'y connais mal dans le milieu judiciaire, donc je ne vais pas beaucoup parler pour mes confrères qui font ça, mais effectivement, le retournement de situation, il est très rapide de toute façon. Euh, je sais pas si tu as vu, enfin je pense que tu as vu, donc Benoît Jacot par exemple est accusé d'agression sexuelle sur Judith Godrèche et il a retourné le truc en disant c'est elle qui à 15 ans est venue me chercher, c'est moi la victime, c'est elle qui m'a mis sous emprise. Et il dirait ça à quelqu'un d'obédience psychanalytique, qu'il croirait sur parole parce que c'est sa réalité inconsciente, c'est sa réalité à lui, ça serait écrit tel quel dans un compte rendu, dans un rapport. Et ça serait très dangereux, évidemment. Enfin, à quel moment tu peux croire qu'une personne de 15 ans t'a mis sous emprise? Enfin, quand t'as 40 ans ou 35 ans, c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Mais euh, au-delà de ça, effectivement, il y a un vrai problème avec, enfin, dans la question de la justice, ouais, des rapports de justice. Euh, il y a beaucoup de psychologues, effectivement, comme tu dis, qui sont psychanalystes. Et qui du coup vont commencer par appliquer d'ailleurs les termes que je t'ai donnés, névrosé, pervers ou, euh, ou, euh, ou psychotique. Et typiquement, si tu dis que la victime elle est dans une névrose hystérique, bon bah voilà, la névrose hystérique c'est aussi l'hystérique, c'est celle qui se donne en spectacle, c'est celle qui cherche. En plus, elle a un rapport sexuel à l'autre qui est très particulier. Bon bah ça la place déjà dans quelque chose. Et en fait,
on sait bien que dans les mécanismes de défense des gens, ben, parfois quand tu as vécu une agression sexuelle, tu vas aussi chercher quelque chose en lien avec ça, répéter quelque chose pour essayer euh, de calmer en fait ta souffrance, tu vois. Et là, ils te sortent des... Enfin, ça serait de leur faute du coup. Ouais, ouais, des Ça serait volontaire. des diagnostics qui peuvent faire influer une décision de justice, quoi, en leur défaveur. Absolument. Mais je pense que c'est déjà... Enfin, je sais que c'est déjà arrivé, j'ai pas d'exemple là comme ça à te donner, mais je Oui, sais moi que c'est déjà arrivé, j'en ouais. ai un ou deux dont Ouais, j'avais déjà parlé sur la chaîne de ouais, jugements ouais. auxquels j'avais assisté. J'accompagnais pas la victime, mais j'assistais Ouais. juste à des jugements. Ouais. Mm. Est-ce que donc Bah, d'ailleurs, si tu as vu Anatomie d'une chute, il y a littéralement l'expert psychiatre, il est complètement là-dedans, hein. Je suis en train de me faire Dans la attaquer défense, par mon chat. oui, je vois ça. Oui, oui, tout à fait. Avant d'élargir, parce que tu voulais qu'on aborde aussi d'autres aspects des dérives de la psychanalyse, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent en tête sur cette thématique de retournement du stigmate, de culpabilisation de la victime? Ouais, dans une quelque chose de beaucoup plus large, il y a la question de l'autisme, très important. Je suis pas expert là-dedans, encore une fois, mais il y a quelque chose de très important. Le discours psychanalytique, ça a été beaucoup. La mère a surprotégé son enfant ou l'a pas assez protégé, et donc l'enfant a développé un autisme. La C'est que ça marche mère. pas comme ça, La l'autisme. mère, hein, pas le père. Hein. La mère. La mère, bien Non, sûr. non, jamais le père, parce que le père, lui, c'est le rapport au monde, c'est l'ouverture au monde. Ce qui, du coup, techniquement, Oui, et puis il n'y a aucun ça serait de rapport sa faute, du coup, si l'enfant est entre les autistique. TSA et l'ouverture au monde, bien évidemment, c'est bien connu. Non, aucun. Euh, et justement, mais voilà. Et, et donc c'est la mère en général, parce que comme c'est la mère qui élève, forcément c'est de sa faute, en fait, si son enfant il est mal. Euh, et de la même manière, tu as tout un tas de concepts psychanalytiques qui sont mais, totalement absurdes, en fait, sur l'autisme. C'est-à-dire, bon, t'as un concept que moi je trouve mais vraiment déconnant, c'est le concept du corps mou sur sol dur. Souvent, il y a des autistes qui aiment bien la sensation de s'allonger au sol, parce que ça provoque des sensations, ça provoque du froid, ça provoque, enfin, peu importe, ça les regarde, ça regarde chacun en fait, et puis chacun y trouve quelque chose de différent. Et là, en l'occurrence, du coup, il y a ce développement de corps mou sur sol dur, et qui serait une forme de psychose. D'ailleurs, il y a une grande question aussi dans la psychanalyse pour savoir si l'autisme, c'est pas une structure en elle-même, au même titre que du coup la névrose ou la psychose. Ouais, ça Tu va vois. vraiment à l'encontre pour le coup des recherches scientifiques sur la question, quoi. C'est n'importe quoi, hein. C'est complètement n'importe quoi, ça va complètement à l'encontre de tout ce qu'on connaît. De la même, enfin, d'ailleurs, les psychanalystes abordent complètement la notion neurologique. Est-ce que, Ça n'existe pas chez eux. est-ce que je peux te faire éventuellement monologuer un petit peu sur le rapport que la psychanalyse entretient avec la figure de la mère? Parce que tu avais l'air d'avoir pas mal de choses à dire sur la Ouais. question. Euh, en fait, dans la question du complexe d'Oedipe, la mère, c'est un premier objet. C'est-à-dire que l'idée de l'Oedipe, c'est d'avoir un triangle entre l'enfant, la mère et le père. Et l'enfant et la mère, ils sont attachés à la base. Pourquoi? Parce que c'est la mère qui donne le sein, c'est la mère qui a mis au monde. Donc en fait, l'enfant, il est amoureux au sens psychanalytique du terme, c'est-à-dire il est très attaché à la mère. C'est la seule chose qu'il connaît. D'accord? Et ce, quel que soit ton genre. C'est-à-dire que tu sois un homme ou que tu sois une femme, ton premier objet d'amour, c'est la mère. Et donc il faut savoir, du coup, moi j'en ai conclu en entendant ça que toutes les femmes étaient lesbiennes à la base. Enfin, tu peux en conclure ça en fait si tu veux. Euh, Puisque tout le monde est amoureux de sa mère. Euh, et ensuite de ça, le père va venir détacher l'enfant de sa mère. Parce qu'il faut en fait que l'enfant puisse être détaché de sa mère. C'est important, c'est vital pour l'enfant. C'est là où justement il y a une ouverture au monde, tu vois. Et ce qui fait que quand tu as une mère qui est défaillante, eh ben, il y aura un problème dans le DIP. Par contre, si tu as un père qui est violent, on n'en parle pas forcément du problème oedipien. Ça se joue peut-être autrement, Moi, j'avais finalement. déjà entendu des discours dire que si le père est violent, c'est parce que la mère a refusé que le père, justement, apprenne à l'enfant à se séparer de la mère, quoi. Je l'ai déjà entendu, ça. Hein. Oui, oui, oui. Bah, de toute façon, tout ce qui peut culpabiliser la mère ou la femme, en général, ça y va assez vite. Ok. Et en fait, quand il y a un rapport à l'enfant, c'est forcément en rapport avec la mère. C'est jamais en rapport avec le père. De la même manière, quand il y a un enfant qui évoque certains troubles à la maison, par exemple, il faut pouvoir le détacher de sa mère.
Parce que la mère est omniprésente. Il y a quelque chose là où la mère est trop présente. D'ailleurs, il y a un concept qui s'appelle la, la, hum, la bonne mère, je crois. La mère suffisamment bonne. Je sais pas si tu connais ce concept-là. Suffisamment bonne. Ouais, la mère suffisamment bonne. En fait, l'idée, c'est que une bonne mère, c'est celle qui donne le sein, qui nourrit l'enfant, qui joue avec lui, etc. Mais qui est suffisamment bonne pour aussi savoir l'engueuler quand il faut, le... en bref, l'éduquer, hein, tout simplement. Mais en fait, si elle est trop bonne, c'est mauvais. Si elle n'est pas assez bonne, c'est mauvais aussi. Il faut qu'elle soit suffisamment bonne. Et donc, il faut vraiment qu'elle respecte un certain nombre de critères comme ça. Et si elle ne les respecte pas, il y a une défaillance quelque part. Par contre, ce concept-là n'existe pas avec le père. Il n'existe pas de Voilà. concept de père suffisamment bon. Et il Non. n'envisage même pas, tu sais, une sorte de métaphore de mère pour parents nourriciers. Non, quand ils disent mère, ils parlent de la femme. Oui, il parle de la Ouais, c'est femme. spécifique, quoi, d'accord. C'est pas les concepts Il- F et H de Stéphane Edouard, c'est vraiment les femmes, quoi. En fait, avec Lacan, quand on est passé au concept homme, concept femme, euh, enfin, là, il y a quelque chose qui c'est un peu plus à la limite, tu vois, ça peut prendre en compte. C'est-à-dire que une femme élevant seule son enfant, il peut quand même y avoir un Oedipe qui se crée. Ok. C'est-à-dire, il peut quand même y avoir un triangle, puisque la femme, elle peut adopter aussi un ton paternel, pourquoi pas. Mais en fait, comme la psychanalyse est vraiment vieille et qu'elle se remet pas vraiment en question, il peut pas y avoir tellement de prise en compte de la question de l'homme en famille monoparentale, du père célibataire. Ça n'existe pas vraiment, en fait. C'est pris en compte un petit peu dans quelques articles, dans quelques trucs. Après, je suis pas assez renseigné parce que c'est des trucs que je lis plus du tout. Mais, mais c'est très moderne comme question en psychanalyse, encore plus que dans la société en général. Et donc c'est pris d'une manière, mais euh, assez ridicule, je trouve, en fait. Voilà. Ok. Euh, et en fait, de toute façon, quoi qu'il arrive, à un moment donné, si vous faites une séance d'analyse, enfin vous y allez, là, je sais pas, toutes les semaines, une demi-heure sur le divan, au bout d'un moment, il y aura votre mère qui apparaîtra, forcément. Et en fait, l'idée, de toute façon, c'est de te faire des liens pour qu'à un moment donné, tes parents, ils arrivent. Mais si tu veux, je me permets d'associer un tout petit peu. J'ai écouté une vidéo d'Estonie récemment. Il a fait une vidéo sur son autisme. Et il dit avoir vu un psychanalyste qui, au moment où il rentre en études, lui dit: Ah, mais vous allez mieux, vous répétez le schéma de votre père. Et en fait, ce psychanalyste-là, il prend pas en question que bah, quand tu es enfant, et donc quand tu es en primaire, au collège, au lycée, ben, tu connais quasiment que ta famille et un petit peu l'école. Et donc forcément, ben, ce que tu connais, c'est un cercle très petit. Et quand tu arrives en études, que tu quittes le foyer ou que tu commences à travailler, que tu quittes le foyer, tu commences à t'ouvrir aussi un peu plus parfois. Et et en fait, c'est pas de la répétition de ce que tu as vécu chez tes parents. Si je l'entends, pourquoi pas, ça peut être un concept intéressant éventuellement, mais c'est très limité en fait. Mais si la personne elle va mieux, c'est peut-être aussi parce qu'elle a des amis qui lui ressemblent, c'est parce qu'elle a des cercles qui lui ressemblent, c'est parce que peut-être aussi elle a plus de loisirs d'ailleurs d'être libre si le foyer il était un peu compliqué, si tes parents ils ont un rapport à toi qui peut être complexe ou parfois violent aussi, ça peut arriver. Oui, puis il peut y avoir un rapport hormonal, il peut y avoir un rapport biologique, Absolument. biochimique, enfin... Ok. Enfin, il y a un nombre de choses qui s'expliquent. Et eux, non, il faut absolument que ça revienne à tes parents, parce que tout part de là, en fait. Et tout s'expliquera par là. Ok. Quitte à, pourquoi pas, d'ailleurs, t'inventer aussi des traumatismes d'enfance, hein. Et ça, c'est justement quand je te disais aussi que les psychanalystes, ils peuvent... Enfin, tu peux prendre un pouvoir sur les gens, c'est que quand ils commencent à te raconter des trucs... je sais pas, tu vois ce qu'on appelle les différentes zones. Donc, tu as la zone orale, tu as la zone anale, qui correspondent à des stades de la petite enfance, pour Freud. Et donc, typiquement, la zone orale, ah, ben, peut-être que vous avez subi quelque chose quand vous étiez petit vis-à-vis de la zone orale. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez développé une TCA. Et tu peux faire inventer, et ça, pour le coup, il y a des exemples très précis hein, qui existent, de personnes qui sont allées voir des psychanalystes et qui ont porté plainte après contre leurs parents qui n'avaient jamais rien fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une Parce qu'il y a induction un de faux faux souvenir souvenirs. qui a C'est été, ça. ouais, une intention, un faux souvenir qui a été inventé par le thérapeute. Ok.
qui Voilà. se sert de vos outils théoriques. C'est pas le thérapeute qui est malveillant, c'est les outils théoriques de la psychanalyse qui lui permet Ouais. d'évoquer ces choses-là. Ok. Alors ça n'empêche que certains thérapeutes sont effectivement malveillants, mais souvent c'est dans la plus grande bienveillance, c'est dans la plus grande écoute, dans la plus grande sincérité, quoi. Je pense que vous avez vécu quelque chose là. Ok. Bon. Est-ce qu'il y a un autre aspect que tu voulais aborder là en vidéo sur la psychanalyse? Et ben justement, je parlais de la question scientifique, je l'aborde très rapidement. Euh, Il y a un discours très profond en psychanalyse pour conceptualiser la science. Et donc à la fois être dans une ambivalence très importante. Donc à la fois la considérer comme ne relevant de rien du tout, et d'ailleurs le scientisme c'est mal, le trop de science finalement, le trop d'explications par la science c'est mauvais, et en même temps absolument forcé pour dire que la psychanalyse en est une. Et on se retrouve dans une ambivalence. Le discours il est très construit, mais généralement par des très bons jeux de mots en fait. C'est-à-dire que de mémoire, hein, la science, il y a cette notion de d'irréfutabilité. Et un jour, je ne sais plus quel scientifique parlait à Lacan, qui lui a dit il faut qu'il y ait la notion de réfutabilité pour que le concept soit scientifique, et votre concept à vous, psychanalytique, il est irréfutable. Et Lacan lui a répondu oui, et ça c'est irréfutable. Sous-entendu, le concept de réfutabilité est irréfutable. Et donc à partir de là, les psychanalystes sont là, ah c'est bon, Lacan a plié le game. Mais pas du tout. En fait, il a rien démontré, il a rien prouvé, mais puisque soi-disant le concept de réfutabilité est irréfutable, ce qui est faux, hein, techniquement, le concept de réfutabilité est réfutable, à condition qu'on en trouve un meilleur. Euh, eh bien, euh, eh bien, en fait, puisqu'il a fait son bon mot, on peut considérer que du coup, la science ne vaut pas grand-chose puisqu'elle est irréfutable. Tu vois? C'est très vite très construit. Ok. Voilà. Bah, ce que tu décris en fait a l'air d'être assez commun à la totalité des pseudosciences en fait. C'est-à-dire à la fois une Oui. sorte Mm. de rejet de la science qui va pas les arranger, mais tout en voulant se Mm. prétendre elle-même de la science, Oui, oui, quoi. oui, 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 oui. Bah, toujours pareil, hein, c'est les discours qu'on connaît par cœur, notamment anti-vax et tout ça. C'est oh, la science, on lui fait dire ce qu'on veut, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut, les études, on leur fait dire ce qu'on veut. Par contre, regarde telle étude, regarde telle étude, Voilà, regarde c'est telle ça. étude. C'est Bon, ça. ok. Voilà. Là, un peu ce que je pouvais te dire de manière large, Ok. Bah écoute, ce qui me vient merci. en tête là maintenant. Comment? Ce qui me venait en tête là maintenant. Non, non, bah, non, vraiment, c'est tous les sujets que je voulais qu'on aborde. Tu as été extrêmement synthétique en plus. Merci, merci beaucoup, Vidar. Mm. Ça va pas faire changer ma perception de la psychanalyse, qui est désastreuse d'un point de vue d'expérience Ouais. personnelle aussi avec des psychanalystes, et puis ensuite avec ce que j'ai pu découvrir Mm. sur ces méthodes, sur ces différentes théories. Comme toi, la tronche en biais a beaucoup impacté aussi ma perception de la psychanalyse et ma compréhension aussi de ce qui avait pu me déranger par le passé. Et l'échange qu'on a eu qui se focalise finalement sur la perception misogyne des femmes, des femmes qui subissent des violences, ne fait que renforcer cette impression-là. Et je suis très content qu'on l'ait abordé sous cet angle-là. Merci beaucoup. Eh ben, je t'en prie. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir proposé de Bah, venir. avec plaisir. Alors, je te mets en plein écran. Est-ce que tu veux juste, bah, je sais pas, dire au revoir aux gens ou quoi que ce soit avant que je coupe l'enregistrement? Et, et ben, merci de m'avoir écouté. J'espère que euh, si j'ai pu vous apprendre quelques petites choses, voilà. Merci encore, Vidar. À très bientôt.